Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Élévation, le podcast qui vous guide vers plus de conscience, de connexion, d'écoute et de sagesse intérieure. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des 4 phases de vie. L'autre jour, j'écoutais un podcast qui mentionnait ces 4 phases et je me suis beaucoup reconnue dans certains passages et j'ai bien sûr eu envie de potasser le sujet plus en profondeur à mon tour et de vous le partager dans cet épisode. Donc ces 4 phases vont être des étapes qui vont marquer des passages assez significatifs tout au long de notre existence. Je vais donc vous les présenter, les illustrer aussi parfois avec des exemples tirés de ma propre réflexion sur ma vie personnelle. Et je pense que la plupart d'entre vous se reconnaîtront dans certaines phases. À vous d'observer dans quelle phase de vie vous pensez être, en toute objectivité et bien évidemment sans jugement. Alors, commençons par la première phase de vie, à savoir que ces phases sont plutôt développées sous un prisme, on va dire, psychologique ici. On peut évidemment identifier les phases biologiques qui vont être l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, puis la vieillesse. Et en fait, on va suivre cette évolution, vous allez voir, mais en identifiant plutôt l'enjeu de chaque phase et quand est-ce qu'on bascule de l'une à l'autre ou à contrario, que l'on reste bloqué dans l'une d'entre elles, entre guillemets. À savoir que ces 4 phases, moi, quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé qu'elles avaient été conceptualisées par Mark Manson, qui est un écrivain américain, qui a notamment écrit le célèbre livre L'art subtil de s'en foutre. Donc peut-être que vous l'avez déjà lu. Il y a plein d'autres philosophies avant lui, bien sûr, qui ont étudié aussi les phases de vie. Ce n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. Moi, j'ai bien aimé son approche, donc je vais m'inspirer de cet auteur aujourd'hui pour cet épisode. Voilà, je referme la parenthèse. On revient à notre première phase, qui est celle du mimétisme. Vous le savez, quand on vient au monde, on est dépendant des autres pour nous nourrir, nous vêtir, subvenir à nos besoins primaires, physiologiques, et au-delà, nous transmettre aussi de l'affection, de l'amour, des valeurs, des règles, etc. On va donc évoluer en observant le monde qui nous entoure, en imitant, par mimétisme. On apprend à parler en écoutant les autres, on apprend à marcher en observant les autres, et ainsi de suite. On se développe à travers notre entourage et à travers le monde dans lequel on vit. Évidemment, la qualité de notre entourage ici va jouer un rôle crucial puisque on va intégrer les informations en mimant ce que font les autres qui nous entourent directement. J'ai un exemple tout bête là qui me vient, mais j'ai une mauvaise habitude de me ronger les ongles, par exemple, depuis aussi loin que je me souvienne. Et on me demande parfois pourquoi je me ronge les ongles, si c'est le stress, si c'est l'ennui, etc. Et j'ai toujours eu la réponse instinctive de dire que c'est quelque chose que j'ai chopé dans l'enfance. Genre, mon père, il se rongeait toujours les ongles au sang. Depuis que je le connais, en fait, je l'ai toujours vu se ronger les ongles. Donc, depuis toujours pour moi, dans mon existence. Et j'ai dû prendre cette habitude quand j'étais enfant. Du coup, ça me colle à la peau, encore aujourd'hui dans ma vie adulte. Et c'est vraiment dur de m'en débarrasser. Et j'arrive pas à faire un lien de cause à effet avec une situation stressante, de l'ennui, etc. Donc je pense vraiment que j'ai imité ce comportement quand j'étais petite. Et d'ailleurs, mon père aujourd'hui se ronge toujours les ongles au sang. Donc j'ai des périodes où j'arrive à ne pas me les ronger, d'autres pas. Bon, bref, c'est assez chiant, on va dire. Mais ça peut être des comportements aussi anodins que ça. Donc c'est intéressant un petit peu de s'observer. Mais bien sûr, ça peut aller au-delà aussi. Ça peut être beaucoup plus impactant. Donc les mots qu'on va entendre à répétition, les conseils des adultes qui nous entourent, que ce soit la famille, les professeurs, les camarades, etc., nos amis, on va être des vraies éponges. On va absorber tout ce qui vit autour de nous parce que c'est comme ça qu'on va appréhender les règles et les croyances qui vont nous être transmises, les normes sociétales de notre lieu de vie et tout ce que vous pouvez imaginer dans ce qui constitue notre monde. C'est comme ça qu'on apprend à naviguer dans ce monde. Donc cette phase, elle va durer de la naissance jusqu'à l'adolescence, fin de l'adolescence. Il y a des adultes qui peuvent rester bloqués à cette première phase de vie. Donc, je veux vraiment que vous entendiez pas le mot bloqué comme quelque chose de négatif. Ici, c'est juste une observation de comportement. Donc, ces adultes, ça peut notamment être ceux qui vont constamment vivre leur vie basée sur les attentes des autres plutôt que de poursuivre leurs propres envies et leurs propres désirs. Et c'est là parfois que c'est aussi délicat puisqu'à l'adolescence, on va nous demander, en tout cas, moi je vais parler du modèle que je connais, donc le modèle français principalement, de choisir la voie à emprunter, par exemple dans notre cursus scolaire. Vers quoi on a envie de poursuivre? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Il y a un peu une pression quand même à devoir définir la suite qui va être
super importante pour tout le reste de notre vie et on en revient après bien sûr parce qu'on évolue. Et la plupart, on va pas avoir la réponse. Il y en a beaucoup, qui vont suivre le chemin que leurs parents souhaitent et espèrent pour eux. Il y a beaucoup de parents aussi qui projettent leurs propres, échecs ou ce qu'ils n'ont pas pu accomplir sur leurs enfants. Ça met une certaine pression aussi. Il y en a d'autres qui vont complètement se rebeller et aller à l'opposé, de ce que voudraient, leurs parents. En tout cas, il y en a beaucoup qui ne vont pas choisir vraiment par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Et ça peut conduire à des adultes qui vont être malheureux plus tard parce que finalement, ils vont se rendre compte à un moment donné qu'ils ne mènent pas leur propre vie et ça peut faire exploser une crise identitaire sur leur chemin, la fameuse crise des 40, des 50 ans, etc. Donc le challenge de cette phase de mimétisme, elle va être de se libérer de l'influence des autres pour définir ses propres valeurs et oser s'affranchir des attentes extérieures. Mais dans la norme actuelle, notre véritable soi, qui nous sommes vraiment au fond sans tout ça, est souvent étouffé justement sous une couche de croyances qui ont été héritées, qui ont été transmises, de conditionnement. Et il y a tout un travail de dépouillement qui va être nécessaire pour mettre le doigt sur qui je suis. Et pour moi, ce travail de dépouillement, il est obligatoire quasiment pour tout le monde parce qu'on accumule des couches et des couches et des couches pendant cette première phase de vie et qui nous correspondent peut-être pas finalement. Et il va falloir s'en libérer. Et donc, on va être d'accord que c'est quand même pas la majorité qui, au sortir de l'adolescence, sont au clair sur qui ils sont et sur ce qu'ils ont envie de faire. En général, on est plutôt un peu paumé, à moins qu'on soit né avec une vocation naturelle. Mais en général, on est un peu perdu et c'est totalement normal. Voilà. Donc ensuite, on entame la deuxième phase qui va être celle de l'exploration et qui va nous aider justement à mettre le doigt sur qui nous sommes. Donc on s'est bien imprégné de l'environnement qui nous entoure dans la première phase et cette fois, on s'explore et on explore la vie au sens large. C'est vraiment un chemin de découverte de soi qui va commencer vers le milieu, la fin de l'adolescence. Ça peut dépendre aussi de la maturité de chacun, du bagage de vie aussi de chacun, dans quel environnement on a grandi, et qui va s'étendre jusqu'à la trentaine, la mi-trentaine. Voilà. C'est l'étape après la première phase où l'on va intégrer en imitant ce qui nous entoure, où là, on va chercher ce qui nous rend différents. On va devoir essayer d'accepter de s'enlever certaines étiquettes qui nous collent à la peau pour vraiment trouver qui nous sommes au fond de nous. Donc on commence à prendre des décisions par nous-mêmes, on s'émancipe, ça correspond avec le début de l'âge adulte aussi d'un point de vue biologique, donc on va devenir plus indépendant, on va tenter de se comprendre soi-même, on va être notamment plus responsable, en tout cas voilà, on a cette autonomie normalement. Ou pas normalement, enfin il y a pas de normes, hein, mais dans le chemin classique, on va dire. Donc c'est une période aussi d'essais, d'erreurs et d'expérimentation. Que ce soit des déménagements, vivre dans différents lieux de vie, que ce soit les voyages, des nouvelles rencontres, des relations, mais aussi des substances comme les drogues, l'alcool, que ce soit, des soirées à outrance, le sexe et cetera, le sport, il y a plein de choses. Il y a chacun qui aura son propre chemin évidemment et on va naviguer dans cette curiosité et cette envie de nouveautés, de découvertes, d'aventures. On explore, on est des explorateurs à ce moment-là. Moi, en ce qui me concerne, si je vous donne un peu des exemples tirés de ma propre vie, cette phase, elle a été très marquée par les voyages et aussi la rencontre avec le développement personnel à 29 ans. J'ai énormément voyagé, j'avais une envie irrépressible de découvrir le monde, j'ai étudié à l'étranger, j'ai vécu à l'étranger, j'ai fait des longs voyages en sac à dos. Résultat des courses, à 36 ans tout juste, j'avais déjà visité plus de 45 pays. Donc, on voyage de plus en plus aujourd'hui. J'ai l'impression que tout le monde voyage, mais c'est aussi un petit microcosme que j'ai sur les réseaux sociaux. Et je me dis, bon, tout le monde le fait, mais pas forcément. Parce que des fois, quand j'en parle, je me dis, c'est quand même pas rien d'avoir exploré autant de pays. Donc moi, mes explorations, ça a été ça. Ça a été la découverte de l'étranger, la découverte de moi-même aussi à l'étranger, mon émancipation et aussi un peu plus tard, le développement personnel et tous ces outils que ça regroupe en tant que lecture de soi, grille de lecture de l'humain, etc. pour mieux se comprendre. Et ce qui est assez parlant pour moi dans ces 4 phases de vie, c'est que j'ai eu 36 ans il y a 2 mois de ça à peine au moment où je vous enregistre le podcast et au moment où je le publie et que j'ai vraiment ressenti et eu une rupture qui s'est effectuée, à la fois douce et brutale. Je sais que c'est paradoxal, mais ça a pas été quelque chose d'effrayant, ça a vraiment été OK, le timing est bon. Et ça s'est effectué cette rupture entre la moi qui avait l'habitude justement d'explorer
et qui était confortable dans une certaine version de moi depuis des années, et la moi qui entre dans la troisième phase, qui est en train de glisser dans la troisième phase dont je vais vous parler bientôt. Donc j'ai vraiment rien contrôlé, ça s'est fait naturellement et ça s'est fait en voyage. J'ai eu besoin et j'ai eu envie de rentrer d'un coup. Et chaque deuxième étape va être différente pour chacun, évidemment. En général, elle va durer jusqu'à ce qu'on réalise nos propres limites. Et c'est là, et là, on va se confronter en fait au développement personnel qui va nous dire que nous sommes illimités dans nos potentiels, nous sommes des êtres illimités, etc. Et moi, je vous parle de limites. Mais avec le recul, avec l'expérience aussi, j'observe et je reconnais que les limites, en fait, c'est plutôt sain. En réalité, c'est même très sain. Je sais pas vous, mais moi, avec le temps, je suis un peu descendue de ma rêverie pour me dire que je pouvais pas tout faire, que qu'à vouloir tout faire, de toute façon, je m'éparpillais. Il y avait rien de concret. Il y a des choses que je peux apprécier, mais dans lesquelles je suis tout simplement pas très douée et pour lesquelles j'ai pas nécessairement envie non plus de mettre mon énergie. Et tout ça, je l'ai observé et ça a été un cheminement, bien entendu. Je pense à un exemple tout bête aussi de la vie de tous les jours, mais la course à pied, par exemple. Ça fait des années que je m'évertue à en faire, à vouloir atteindre des objectifs dont je n'ai même pas réellement envie, hein, si je me pose vraiment la question. Si je me demande pourquoi je fais ça, il n'y a pas de réponse bien claire. Et je me suis inscrite à des courses, je suis allée au bout. Et dernièrement, même l'année dernière, je m'étais inscrite à un semi-marathon sur Annecy que j'ai choisi presque au dernier moment de ne pas faire au final. Et j'étais complètement OK et alignée avec cette décision parce que je prenais pas de plaisir et j'étais influencée par un environnement autour de moi qui était très sportif. Donc en fait, c'était pas vraiment ma décision, c'était une décision qui émanait aussi de l'environnement dans lequel je baignais. Vous savez, on devient un peu le produit de son environnement. Et c'est là aussi où on observe non pas seulement nos limites d'un point de vue je sais pas moi, physique, intellectuel, etc., mais qu'on apprend aussi à les poser, nos limites. Parce qu'on essaie justement de pas mener une vie influencée par des conditions et des attentes extérieures. Moi, j'ai réalisé aussi que c'est pas parce que je suis capable de faire quelque chose que je dois nécessairement le faire. Et ça a été dur d'arrêter de m'accrocher à ça. Et je pense que le plus tôt on le réalise et le mieux c'est. Parce qu'on évite justement de trop souffrir à vouloir s'obstiner absolument dans une direction qui finalement ne fait pas sens. Mais voilà, c'est aussi l'expérience, ça fait partie du chemin de la vie de chacun. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses et de naviguer dans sa vie. Il y a un autre exemple auquel je pense, c'est au niveau de la vie professionnelle. Ça fait depuis 2021 que je suis à mon compte en tant qu'entrepreneur et ça faisait 2 ans que je m'étais spécialisée dans le coaching business. Et du coup, je me sentais pas vraiment à ma place, mais je me suis accrochée, je me suis entêtée à vouloir rester dans ce domaine-là. Parce que je me dis: «J'ai déjà mis tellement d'efforts, il faut que je continue, un jour ça va percer, blablabla, un jour je serai reconnue dans ce domaine» et cetera et je prenais même pas vraiment de plaisir à le faire et j'ai décidé l'année dernière, justement au moment où j'ai eu un peu cette rupture-là, quand j'étais en voyage, de me dire: «OK, j'arrête ça en fait, j'ai pas envie, je prends pas de plaisir, je sens que c'est pas le bon endroit pour moi, c'est pas ça, c'est pas là où je dois aller» et reconnaître ça aussi, c'est reconnaître, ben, mes limites, que j'atteins un plafond et que, si je bouge pas, en fait, je vais m'entêter dans une direction qui finalement ne me donne pas de plaisir. Donc c'est aussi l'intelligence de la vie, de notre propre intuition, de l'écoute de soi, où on arrive à réaliser des choses et à accepter qu'il faille peut-être abandonner quelque chose, mais c'est pour ouvrir une porte derrière qui nous correspondra davantage. Moi, j'ai toujours vu ça sur mon chemin de vie. Quand j'arrête et que je m'écoute, en général, il y a quelque chose de plus aligné qui m'attend derrière. Donc c'est aussi un peu, avec le temps, j'apprends à trouver l'équilibre aussi entre, la rêverie, vous savez, un peu, je suis je dis toujours que je suis, une cartésienne spirituelle parce que j'ai cette spiritualité, mais des fois je suis trop dedans et on a tendance à se bercer d'illusions et l'équilibre avec ça et l'ancrage aussi. Et si on est trop dans la réalité et qu'on rêve plus, c'est pas bon non plus. Donc il faut savoir, naviguer entre le haut et le bas, on va dire, entre le ciel et la terre, trouver son ancrage, trouver son équilibre et en même temps, s'ouvrir à sa spiritualité parce que ça fait partie de nous. Voilà, c'est notre corps énergétique, il est là aussi. Donc voilà, c'était l'exemple que j'avais, et j'ai eu, des idées qui sont venues après qui me mettent en joie et qui sont beaucoup plus alignées à ce que je veux et c'est là que je sens que je suis en train de glisser vers la phase 3. Donc évidemment, il y a aussi des choses pour lesquelles on va être doué et qui vont nous animer profondément
Et c'est là où on va choisir de mettre notre énergie et notre attention. Mais c'est grâce à toute cette exploration qu'on arrive à mettre le doigt dessus. Et quand on parle de limite dans cette phase, je pense que c'est aussi parce qu'on réalise que notre temps lui-même est limité. Cette ressource de temps, elle n'est pas infinie. À la naissance, on n'arrive pas sur Terre avec une quantité illimitée de temps. Donc dans la phase 2, c'est aussi venu beaucoup me chercher ça, déjà d'un point de vue féminin, avec l'horloge biologique, où là aussi, en tant que femme, on a des étapes et des phases de vie, mais aussi la question de OK, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que j'ai pas finalement fini d'explorer? Finalement, je sais où j'ai envie d'aller, mais est-ce que j'y vais? Vous voyez? Et ce qui peut nous retenir dans cette phase, c'est souvent notre ego, de refuser d'admettre que l'on a des limites déjà, que ce soit de temps, de capacité, de talent, etc. Et aussi le refus de l'échec. L'échec, il est très sain. On en a juste une vision plutôt négative dans notre société française. Ça commence à bouger, heureusement. Mais refuser d'échouer, parfois, c'est continuer de s'accrocher plus que de raison à des choses qui ne nous correspondent peut-être plus. On a du mal à se l'avouer parce que ça engendre aussi un mini deuil d'une version de soi-même. On n'est pas toujours prêt au changement, on a quand même une résistance au changement qui est très marquée et c'est continuer de s'accrocher à des choses qui ne font plus sens et au final, c'est douloureux, on en souffre. On a peur du regard des autres, on se préoccupe de ce que pensent les autres ou plutôt de ce qu'on pense que pensent les autres parce qu'on est dans la projection et on s'obstine même si tout autour de nous indique qu'il est temps de lâcher. Et là, on peut me dire: «Oui, mais Lolita, ceux qui ont réussi», bon déjà, définissons la réussite pour chacun. Je pense pas qu'on ait tous la même définition de la réussite. C'est parce qu'ils se sont accrochés, qu'ils ont rien lâché, oui, mais souvent à quel prix? Je sais que les réseaux sociaux, on se compare beaucoup, on voit beaucoup d'histoires, merveilleuses, mais on n'a pas l'envers du décor. On a juste 5 et encore de ce que les gens veulent bien nous montrer. Et peut-être que ce sont, des personnes qui sont entrées plus tôt dans la phase 3 qui va arriver justement, vous allez voir. Donc, dernière petite chose concernant la phase 2 de l'exploration, certaines personnes peuvent y rester bloquées aussi, toujours entre guillemets. On identifie souvent ces personnes comme ayant le syndrome de Peter Pan. Vous savez, quand on reste un peu bloqué à l'enfance, à l'adolescence, on n'évolue pas, on est des éternels ados. Mais la vie est courte. Tous nos rêves ne pourront peut-être pas se réaliser. Il y a tellement de choses à explorer sur cette planète. Je pense vraiment qu'une seule vie ne suffit pas. On dit souvent, choisir c'est renoncer et moi j'ai toujours pensé que choisir c'est se libérer. Dans mon propre exemple, si je continuais de voyager comme ça encore des années dans l'insouciance, en mode YOLO, you only live once, ben, je vais me réveiller à 50 ans avec une angoisse, je pense, parce que, il y a un temps pour tout. C'est mon avis, bien sûr. Moi, je l'ai réalisé cette année en repartant en voyage pendant 4 mois. J'avais changé, ma façon de voyager avait changé. J'étais tiraillée entre différents choix de vie et à un moment donné, je pouvais percevoir que j'étais en train de m'accrocher à une ancienne version de moi et je devais choisir et emprunter la voie qui m'apporterait le plus d'épanouissement sur le long terme, même si c'est pas le plus facile et c'était pas les voyages. Donc il y a aussi où il faut faire attention, c'est qu'on a tendance en tant qu'humain, par défaut, à se concentrer sur le plaisir immédiat, sans forcément penser aux conséquences à long terme et moi là, je pense que je me suis un peu assagie là-dessus aussi, dans mon chemin de vie. Voilà. Allez, on passe à la phase 3, celle justement dans laquelle je suis en train de glisser, de basculer et c'est la phase de l'engagement. Donc on a repoussé nos propres limites, on s'est exploré, on a exploré la vie, on est censé savoir ce qui est important pour nous à ce stade, ce en quoi on est doué, ce qui nous plaît, ce qui nous donne du plaisir, ce qui fait sens pour nous. Puis inversement, tout ce qui nous plaît plus, tout ce pourquoi on n'est pas forcément très doué et on n'a pas forcément envie de creuser, et cetera, et cetera. Et là, c'est le moment de faire sa place dans le monde, on va dire entre guillemets. Donc, ce que je voulais vous dire à propos de cette phase, c'est que beaucoup, à la fin de l'adolescence, basculent dans la phase d'engagement et zappent celle de l'exploration. Ces phases, elles ne sont pas figées, elles vont dépendre de chacun, bien entendu, c'est très contextuel par rapport à votre propre chemin de vie. Mais il faut noter quand même qu'il y a une pression sociale, une pression familiale aussi dans beaucoup de cas, qui nous encourage à nous stabiliser au plus vite, à avoir une sécurité à la fin des études, à rentrer dans une carrière, avoir un job fixe, avoir une maison, se marier, faire des enfants, et cetera. On voit qu'avec les générations qui arrivent, ça commence à bouger, ça c'est plus vraiment le même modèle. Mais moi, ma génération, on a quand même été, il y en a beaucoup qui se sont calqués sur ce modèle, de leurs parents, de leurs grands-parents, et cetera. C'est d'ailleurs des personnes qui vont souvent avoir la fameuse crise de la quarantaine parce que, ils ont pas vraiment pris le temps de se connaître véritablement puisqu'ils ont zappé
l'étape de l'exploration. Ils ont suivi un mode pilote automatique. Ils ont suivi un modèle sociétal qui est préétabli. Et ils arrivent à 40 ans en ayant envie de vivre une deuxième jeunesse et de se demander, ben, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ou alors, c'est ça ma vie? Et là, la phase d'engagement, ça va être une consolidation de notre propre vie. On fait le tri aussi. On veut plus s'embêter à maintenir de relations qui nous drainent, qui nous vident. Rappelez-vous, on a exploré, on a souvent vécu plusieurs histoires d'amour, des ruptures, on en revient de tout ça. On veut plus souffrir, on a appris, on a retenu les leçons, donc on garde que le meilleur. On essaye vraiment de tirer l'élixir de tout ce qu'on a pu apprendre dans la phase d'exploration. On veut plus juste faire plaisir aux autres. On se connaît là dans cette phase. On a appris à se connaître. On sait qui on est. Ou en tout cas, on se connaît mieux que ce qu'on a pu nous connaître auparavant. Et on va peut-être aussi arrêter des activités qui finalement ne nous plaisent pas. On se recentre sur notre plaisir. On va plus forcément faire les choses mécaniquement en suivant des il faut, je dois, etc. On fait aussi le point sur nos rêves. Il y en a peut-être qui ne pourront pas se réaliser dans cette vie et on se dit que c'est OK, on l'accepte. Il y a une sagesse aussi qui vient avec cette phase-là. Et la phase de l'engagement, c'est vraiment la phase où on se choisit, où on va choisir, où on va trancher et où on va investir notre énergie dans ce qui fait sens. Je vous fais encore le parallèle avec ma propre vie. Ça fait des années que je me cherche au niveau professionnel. J'ai suivi des études, surtout pour partir à l'étranger, en fait, pour faire plaisir aussi à mon père, qui m'a toujours répété quand j'étais petite qu'il fallait faire des études, et aussi pour occuper mon temps parce que moi, je savais tout simplement pas ce que je voulais faire de ma vie quand j'étais en adolescence ou en jeune adulte. Donc, autant étudier en attendant d'avoir un éclair de génie où je vais me dire waouh, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai testé plein de jobs. Je suis allée dans le salariat, dans l'entrepreneuriat. J'ai exploré et j'explore encore. Mais en fin d'année dernière, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, OK, Lolita, là, tu as 2 voies possibles. Soit tu continues dans ce que tu as toujours fait et le constat, c'est que je n'ai pas les résultats que je souhaite obtenir forcément. Donc OK, la vie, elle est cool, la vie, elle est douce, mais je construis rien de tangible et je ne m'engage véritablement dans rien. Je suis souvent dans la fuite ou je survole, en fait, je fais que survoler. Ou alors je choisis une voie et je m'engage pleinement dedans, je trouve ma place et j'ai peur, mais j'y vais. Et bon, j'ai fait des fouilles, un peu comme une archéologue dans mon passé j'ai fait un peu un bilan de tout ce qui m'avait plu, ce qui m'avait pas plu, au cours de ma vie, en fait, pour me dire: «OK, je prends tout ça, j'essaye de trouver le fil rouge, en fait et de connecter, les points entre eux». Donc c'est vous savez comme, si vous l'avez déjà vu le discours de Steve Jobs à Stanford, Connecting the Dots, bah, j'ai fait un peu ce travail-là ces dernières semaines, ces derniers mois de OK, je prends mon passé, je vais fouiller dedans et j'en ressors quelque chose, j'essaie d'identifier un fil rouge. Et donc ça s'est fait naturellement. J'ai pas eu à forcer le processus. Après, quand je dis, ça s'est fait naturellement, c'est quand même des années et des années d'exploration justement, d'essais, d'erreurs avant de me dire: «OK, ce qui me plaît au final, c'est ça. J'ai pris des détours, maintenant je vais à fond dans cette direction». Et ça me met en joie, même si ça signifie, qu'une part de moi doit renoncer à une version de moi, de la phase 2 justement. Je sais que c'est OK, que ça me fait un peu peur, mais je suis prête à basculer dans cette nouvelle phase. Et par exemple, je vais pas arrêter complètement les voyages, ça fait partie de moi, mais je vais trouver un nouvel équilibre qui correspond davantage, à mes souhaits d'engagement d'aujourd'hui. Donc la phase 3, on s'engage dans sa mission de vie, dans une relation, dans plein de domaines, en fait. On a eu assez, de dates, de rendez-vous, assez de relations, qui n'ont pas fonctionné. On se fatigue aussi un peu des relations qui ne durent pas, de devoir tout recommencer à chaque fois. On a envie de s'engager pleinement et je pense vraiment qu'il y a un temps pour tout parce que 5 ou 10 ans en arrière, j'étais pas prête pour cette phase-là, par exemple, vous voyez? Donc en tout cas, moi, j'en suis là, sur mon chemin. J'ai glissé, ces 2 derniers mois de la phase d'exploration à la phase d'engagement et je précise que je vais pas pour autant arrêter d'explorer. Mais je vais explorer, par exemple, dans un domaine en particulier que j'ai choisi, dans lequel je souhaite m'investir. Je vais approfondir, je vais rendre les choses concrètes et je vais arrêter de survoler. Et pareil, dans une relation, on continue d'explorer, même avec un seul et même partenaire avec qui on s'engage pleinement dans cette aventure, on continue d'explorer à 2 et c'est chouette aussi.
Donc l'engagement n'est pas synonyme d'ennui ou de voie toute tracée, pas pour moi. En tout cas, j'en suis revenue parce que j'avais vraiment cette croyance, associée à l'engagement, que ça allait être synonyme d'ennui. Mais c'est à nous de continuer à mettre de la joie, de l'amusement, de la liberté là-dedans. L'un n'est pas incompatible avec l'autre, je pense. Ma phase me le dira. Peut-être que dans 20 ans, je vous fais un autre podcast qui aura tout un autre son de cloche, on verra. Ben voilà, c'est juste qu'il y a un shift qui s'opère. On devient responsable de sa propre vie, en fait. On en prend toute la dimension, toute la mesure et on veut construire quelque chose de tangible. Et vous allez comprendre avec la dernière phase. Donc en phase 3, on maximise son potentiel, on fait la différence et on crée notre héritage. Qu'est-ce que je vais laisser dans ce monde? Pourquoi est-ce qu'on va se rappeler de moi? Ça peut être une famille, ça peut être une carrière, ça peut être, une contribution au monde, ça peut être de s'impliquer dans une cause et cetera. Ça peut être plein de choses. Donc on a envie de laisser le monde un peu différent de l'état dans lequel on l'a trouvé, en fait. On veut laisser une empreinte de notre passage. Et la phase 3, elle arrive progressivement à sa fin quand on sent, ce combo de: «OK, j'ai donné mon max, il y a plus grand chose que, je souhaite ou que je suis capable d'accomplir ou que j'ai envie d'accomplir et je préférerais plutôt me siroter des cocktails en faisant des sudoku au bord d'une piscine». Voilà. On sent qu'on a, roulé notre bosse, qu'on a bien œuvré et qu'il est temps de glisser dans notre dernière phase. Donc en général, cette troisième phase d'engagement, elle va débuter aux alentours de 30 ans, de la mi-trentaine, et elle va se terminer à ce que l'on connaît comme étant l'âge approximatif de la retraite vers 64 ans, etc. À partir de la soixantaine, on va dire. Donc on peut aussi rester bloqué dans cette phase si on refuse de lâcher prise sur nos ambitions et que l'on désire toujours plus. On est en quête de toujours plus sans fixer cette limite de quand assez est assez. Parce qu'on peut vraiment se fatiguer aussi à vouloir toujours plus. Donc on a du mal de décrocher du pouvoir, de l'influence et on est à contre-courant du cycle de la vie qui va nous inviter plutôt à entrer dans une phase plus calme, plus reposante. Ce qui ne veut pas dire ennuyante ni chiante, hein. Attention, si vous connaissez des retraités autour de vous, en général, ils ont un agenda bien rempli. Pas tous, mais voilà. Donc là, c'est le moment un peu de récolter les fruits, de profiter et puis voilà. Donc cette quatrième et dernière phase, c'est l'héritage. Legacy en anglais. Je préfère ce mot, je sais pas. Il revêt un autre sens pour moi en anglais qu'en français. Mais bon, en français, c'est l'héritage. On arrive dans cette phase et on vient de passer quelques décennies à investir notre temps et notre énergie dans des choses qui ont été pour nous importantes et pleines de sens. On a bâti des choses, on a créé, on a accompli des désirs, on a atteint des objectifs et on a atteint un âge où l'énergie et les circonstances ne nous permettent tout simplement plus de poursuivre notre quête plus loin. Bien sûr, il y a des exceptions. Bien sûr, nous ne sommes pas finis quand nous arrivons à la phase 4. Je sais pas vous, mais mes amis et moi-même, pour la plupart, on dit souvent: «Ah, on n'a plus 20 ans». Des fois, quand on se voit, plusieurs jours, on sent bien qu'on a changé déjà, que ce qui nous faisait envie à 20 ans n'est plus ce à quoi on aspire à plus de 35 ans et c'est le cycle de la vie, en fait et ce sera sans doute pareil à l'arrivée de la retraite. Je mets des guillemets. J'entends ici la retraite d'un point de vue âge parce que la retraite financière, n'y comptez pas trop, mais enfin, c'est un autre débat. Bâtissez votre indépendance financière au plus vite. Je glisserai juste ça ici. Donc j'imagine qu'arrivé à 64-65 ans, on a envie de stopper ou pas. Chacun, encore une fois, a son chemin. Là, je vous raconte pas non plus des vérités universelles, je vous raconte des tendances. Et il y a pas de bon ou de mauvais chemin, il y a ce qui est. Il y a notre chemin de vie, en fait. Mais du coup, dans cette phase, on peut avoir tout simplement, envie de prendre des jeunes sous notre aile pour les guider, de soutenir nos enfants, de passer le flambeau de nos projets et de notre travail, à un protégé, à un apprenti, de transmettre, en fait. Beaucoup de personnes peuvent avoir du mal avec la transition dans cette phase car la vieillesse, elle est pas bien perçue. On l'associe beaucoup, à l'inutilité, à l'incapacité, à l'obsolescence, à la maladie alors qu'elle est synonyme de sagesse, de transmission et d'héritage. Plus on embrasse cette phase, plus on ne s'exclut pas soi-même du cycle de la vie et plus on continue d'avoir notre place, de partager et plus notre vie prend encore plus de sens et la fin du cycle devient alors un peu plus supportable parce qu'on se donne les chances de partir en paix avec une satisfaction, d'avoir suivi son propre chemin. Je vous conseille de lire, le livre, ça me vient là, Les 5 regrets, des personnes en fin de vie de Brené Brown. Non, Bronnie Ware.
je vous le mettrai dans la description, qui est une infirmière australienne en soins palliatifs et qui a posé des questions en fait à des personnes en fin de vie et qui les a compilées, toutes ces réponses, et qui en a identifié 5 regrets des personnes en fin de vie. Et vraiment, ce livre, il est pépite, donc je vous le conseille. Donc voilà ces 4 phases: mimétisme, exploration, engagement et héritage, qui, je le rappelle, ne sont pas figées. Elles ne se déroulent pas toujours dans l'ordre que je vous ai partagé ici. Certaines étapes vont être sautées, d'autres vont prendre plus de temps, ou on peut même s'enfermer toute une vie dans une phase, tout comme on peut passer très vite une phase. C'est vraiment contextuel, c'est l'environnement, la culture dans laquelle on a grandi, les proches qui nous ont entourés ou pas, si on a reçu de l'affection ou pas, les drames qui ont pu parsemer notre chemin, aussi notre bagage karmique. C'est plus spirituel, on y croit ou pas, mais moi j'y crois, et je ferai sûrement un podcast sur le karma parce que je trouve qu'il est souvent très mal compris en Occident. Moi-même, j'ai souvent été erronée par rapport à mon image du karma, mais ça a évolué. Et c'est vraiment tout un cocktail de circonstances, d'héritage, mais aussi de notre propre responsabilité de notre vie, de notre caractère, de notre personnalité, qui feront que ce sera notre existence dans cette incarnation de vie, et qu'on va suivre ou pas ces phases à notre rythme en fait. Donc, à la fin de ce podcast, je vous invite ici à identifier dans quelle phase vous pensez être aujourd'hui, si ça vous dit. Est-ce que ça colle avec les cycles que je vous ai partagés? Et puis juste pour le fun, voilà, faites ce petit exercice de vous dire: «OK, bah, visiblement, je m'identifie dans cette phase-là». Si vous êtes encore en phase d'exploration parce que vous êtes dans la vingtaine ou que vous y entrez, ben, qu'est-ce que vous auriez envie d'explorer en fait, pour maximiser cette phase-là? Qu'est-ce qui vous fait envie? C'est quoi vos rêves? Et puis si vous basculez ou que vous êtes déjà dans la phase d'engagement, vers quoi vous avez envie de vous engager? Est-ce que vous êtes au clair sur la direction que vous prenez? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que c'est aligné à vos valeurs? Et cetera, et cetera. Donc voilà, c'était l'épisode que je voulais vous partager. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.